Bonsoir les croqueurs et les croqueuses, bienvenue sur Niap et maintenant sur Twitch pour notre deuxième édition, mais pour une nouvel épisode de Niap Club. Avec nous ce soir, comme d'habitude, nous allons retrouver notre cher Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. Nous allons aussi retrouver notre grand ami et passionné Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Merci. Notre illustratrice, celle qui nous fait des décors à la dernière minute et que je fouette allègrement, mais qu'elle prend ça avec plaisir, notre cher Luiyu. Bonsoir Luiyu. Coucou. Et malheureusement pour vous ce soir, il sera là et il sera présent et il sera en facecam. Coucou, Bakelo ici présent. Eh ouais, merci pour cette intro Bakelo. Donc bienvenue à toutes et à tous, comme on vient de le dire. Bienvenue sur Twitch pour ce deuxième live. Le premier live était le live sur les webcomics. Le deuxième, c'est le Niap Club numéro 9. Donc c'est un Niap Club All Stars ce soir, puisqu'il y a toute l'équipe qui est là pour vous parler d'une série d'une série et d'un univers qui nous plaît à tous. Qui est Zombilenium. Voilà, donc Zombilenium, c'est quoi ? Eh bien, Valentin reviendra plus en détail sur la création dans un deuxième temps, mais Zombilenium, c'est une série de bande dessinée à la base, donc, qui comporte aujourd'hui 5 numéros. L'avant-dernier tome vient de sortir, le tome 5, et puis c'est un univers qui s'est développé d'abord avec un clip, et puis avec un film au cinéma, voilà. Donc on va parler de tout ça ce soir. La petite particularité, c'est aussi ce qui fait que on est tous là pour vous parler de Zombilenium. C'est qu'on a tous un lien particulier avec cette série et cet univers. Donc Bakelo et Luiyu, eux, sont dans le nord et donc du coup sont pas très loin du lieu de l'action de Zombilenium. Et Valentin et moi, en fait, on s'est rencontrés le soir du lancement du tome 4, qui était organisé par Dupuis, et c'est ce qui m'a permis en fait d'intégrer l'équipe Niap. Voilà. Donc voilà pour cette intro. En fait, je vais laisser la parole à Valentin qui va peut-être nous parler des origines de la série, et puis on va rentrer plus en détail pour chacun dire un petit mot en fait. Oui, donc les origines, je l'avais évoqué dans la première vidéo de la chaîne, puisque il se trouve que la première vidéo de Niap était une vidéo sur Zombilenium, donc on reboucle aussi avec ça. Les origines de Zombilenium, c'était, on va dire, entre guillemets, une erreur, puisque à la base, c'était une commande qui avait été passée à Arthur Depin sur une couverture spécifique pour un numéro d'Halloween du journal de Spirou, qui est donc un périodique où sont prépubliées chaque semaine des bandes dessinées, et donc on lui a passé commande de faire une couverture Halloween, ce qu'il a fait, je sais pas si on peut la voir à l'écran, et Non, tu ne m'as pas donné justement. Du coup, cette couverture-là a rencontré un succès, et donc on lui a demandé par la suite de faire une série sur la base des personnages qu'il avait créés. Donc c'était des personnages un peu stéréotypés, un squelette, une momie, un vampire un vampire de cinéma, et puis voilà, des personnages comme ça emblématiques des genres de l'horreur. Et donc il a fait une série en mélangeant un parc d'attractions, comme pourrait en avoir un type Disneyland, donc quelque chose un peu entreprise, et des zombies, des morts, voilà. Donc c'est un mélange entre le monde de l'entreprise et le monde des morts, et ça donne un mélange qui est intéressant. Tu me rappelles gentiment que j'ai pas fait le pitch de présentation de la série. Donc la série Zombilenium, c'est quoi ? Effectivement, c'est l'histoire en fait d'un parc d'attractions qui présente l'univers des zombies, des vampires, des monstres. Et en fait, la particularité de ce parc d'attractions, c'est que ce ne sont pas des humains en costume, c'est que ce sont des vrais monstres. Voilà. Et plus on rentre dans la série, on comprend comment le parc embauche de nouveaux employés, et voilà, c'est ce qui fait un des éléments de la série. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que tu parlais des origines. Arthur Depin, à l'origine, est un illustrateur. C'est-à-dire que la petite particularité du travail d'Arthur Depin, c'est qu'il travaille en dessin vectoriel. Alors, jusqu'à présent, il avait fait des illustrations pour des magazines. Moi, je me souviens... quand j'étais jeune, je lisais FHM ou Max, je sais plus, et en fait il faisait des doubles pages sur l'actu,
et il mettait en scène des caricatures de stars, de vedettes, et tout ça avait un lien avec l'actu marquante du mois. Il a créé aussi, il a créé des séries comme Péché Mignon, qui étaient avec des petits personnages un petit peu caricaturés là aussi, et du coup avec un truc plutôt coquin, plutôt fun quoi. Et il a fait d'autres BD plus sérieuses, type La Marche du Crabe. Et en fait, Zombie Millennium, c'est vraiment la série qui va le lancer. En revenant sur le dessin vectoriel, pour en parler un petit peu, c'est-à-dire qu'on a tous l'habitude de voir des dessinateurs qui soit travaillent en numérique avec une tablette et un stylet, soit qui travaillent en physique avec un crayon et puis font l'ancrage, etc. Arthur de Pince ne travaille pas comme ça. En fait, il travaille avec Illustrator. Vous pouvez voir sur chaque page de garde, en fait, il est bien précisé que l'intégralité de l'album a été conçue avec Adobe Illustrator. Et en fait, Adobe Illustrator, c'est du dessin vectoriel. Qu'est-ce que le dessin vectoriel ? Si vous connaissez un petit peu PowerPoint, par exemple, si vous utilisez ça dans votre contexte professionnel ou dans vos études, PowerPoint vous permet de dessiner des courbes ou des formes, en fait, avec des points, et chaque point comporte un vecteur qui va définir une tangence. C'est le cours de mathématiques, interrogation dans 5 minutes. Et donc, du coup, en fait, chaque point va comporter un vecteur et une tangence, et tout ça va donner des directions aux courbes. Je fais ça avec mes mots, mais c'est ça. Et donc, du coup, on définit les courbes, des formes, et tout le travail d'Arthur de Pince se fait comme ça. J'y reviendrai un petit peu après pour donner mon avis sur le dessin. À moins qu'on commence tout de suite. Ce qu'on peut dire déjà dès maintenant, c'est que ce style de dessin est suffisamment particulier du coup on peut retoucher le format a posteriori, et c'est ce qui se fait aussi en ce moment, c'est-à-dire qu'ils commencent à ressortir les albums de la série en grand format, parce qu'une fois qu'on a dessiné en vectoriel, on peut étirer les dessins sans qu'il y ait de perte de qualité sur les traits. Là, je pense que de toute façon, notre meilleur spécialiste à l'heure actuelle, c'est Liu, vu qu'elle connaît aussi un petit peu ce format-là. D'ailleurs, le dessin vectoriel, c'est du non destructif, tout simplement. C'est pas comme le JPEG ou quoi. Le vectoriel, c'est non destructif dans le sens où tu peux, comme tu disais, le zoomer à l'infini, il ne perdra pas en qualité. Il n'y aura pas cet effet de crénelage. Il n'y a pas de pixels en fait de compression. Et je soulignerai aussi que c'est encore plus une prouesse, parce que si on regarde bien, dans la page de garde, comme tu disais, c'est écrit: l'intégralité de cet album a été réalisée sur Adobe Illustrator, mais pas n'importe lequel, le 9.0. Et je tiens à dire que l'Illustrator 9.0, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense que ça devait être dans les alentours de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Voilà. Juste comme ça, on est sur Illustrator 2020 maintenant, CC 2020 ou je sais plus quoi, mais c'est pour montrer un peu le... Comme quoi, il y a toujours des logiciels qui sortent et qui, en fait, sont techniquement parfaits, qui conviennent à un ensemble de monde qui te permet de faire tout le travail que tu veux, que ce soit dans le cadre du dessin ou dans autre, et par moment, même plusieurs années après, on trouve pas mieux. Et moi, personnellement, qui a prévu toujours la vidéo sur l'adaptation de jeux vidéo, tout ça, même dans le milieu du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les moteurs graphiques. Il y a un moteur graphique, ça fait plus de 25 ans qu'il est utilisé, même sur les jeux actuels. C'est le Unreal Engine 5 ou 4, je sais plus. Non, c'est le Unreal Engine 4. Et ça fait quasiment plus de 20 ans qu'on l'utilise. Parce que le logiciel en soi suffit. Donc maintenant, c'est vrai que... Oui, mais là, le logiciel a quand même bien évolué depuis. Il y a des outils qui font bien le café, qui ont bien changé la vie quand même de beaucoup de... Mais alors, de toute façon, on viendra après sur les dessins, on va en parler après. On en verra. Voilà, moi personnellement, quand on parlera, il y a des dessins qui m'ont laissé un peu sur le cul dessus. Alors, moi, je trouve que c'est un super boulot. Alors, j'aimais bien la patte, parce que Arthur de Pince travaille comme ça, et c'est devenu vraiment son style et sa façon de faire. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup la patte graphique qu'il a, et il a une rigueur dans le dessin. Pour faire le comparatif, en fait, on va reparler du dessin maintenant, mais j'ai lu cette semaine le dernier Blake et Mortimer. Ne rigolez pas, Valentin surtout. Et en fait, le problème de cette BD, entre autres, c'est que le dessin est classique, mais que suivant l'angle du personnage,
on retrouve pas ces traits physiques. Vous prenez Blake, qui soit de face, de profil, de trois quarts, et en fait, vous avez l'impression de voir un visage différent à chaque fois. C'est un manque de maîtrise. Je sais pas, les dessinateurs étaient peut-être pas à l'aise, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas apprécié, mais je tape pas sur les dessinateurs. Par contre, à l'inverse, quand on regarde sur les 5 tomes le travail d'Arthur de Pince, que le personnage soit de face, de trois quarts, de dos, etc., il est parfaitement identifiable. Et je trouve qu'il y a une rigueur sur le trait des personnages. On pourrait même imaginer, tellement c'est précis, que le personnage a été dessiné en 3D et que du coup il reprend, voilà, tellement c'est précis. Enfin, voyant à peu près, moi je vois le dessin vectoriel avec mon point de vue, c'est-à-dire sans Illustrator mais sur PowerPoint parce que je l'utilise un petit peu. C'est quand même une prouesse d'arriver à ce niveau de détail et à cette précision avec ces outils-là, quoi. Voilà. Et moi, je suis bluffé par le résultat parce que c'est un travail qui est sans défaut. Et voilà. Et je pense aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les origines du travail de Pince, les caricatures, péché mignon, etc. Je pense qu'avec son Millennium, il est sorti de sa zone de confort pour créer des personnages avec des proportions toujours respectées. C'est-à-dire que quand on voit les différentes... C'est pareil, il y a un travail de fou sur les proportions dans son dessin. Et c'est toujours exempt de tout reproche. Et moi, c'est vraiment un point très fort de son style et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, par rapport au personnage, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je trouvais qu'il y avait... Alors, je sais pas s'il y a vraiment une recherche ou ça, mais une recherche sur l'anatomie des personnages, que ce soit des humains ou des monstres. J'arrivais pas à trouver une erreur, une faute, un truc de mauvais goût ou quoi que ce soit. Non. Il y a une crédibilité qui est toujours viable. J'arrivais pas à me dire, merde, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est toujours très très bien. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé, puisque tu viens en parler, c'est que le physique des personnages, c'est pas des choses stéréotypées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des physiques très différents de personnage à l'autre, en termes par exemple de gabarit, en termes de carrure, en termes de musculature. On a vraiment une diversité aussi des profils des personnages qui est assez intéressante. Et du coup, il a imposé ça dans l'univers de son Millennium, parce que c'est des choses qu'on retrouve en animation. Je te coupe 2 petites secondes. Il y a ton micro qui frotte sur ton pull, ça fait un bruit. D'accord. Excuse-moi. Alors attends, je vais le mettre comme ça. C'est pour ça que je le tiens, parce que j'avais eu le souci à un épisode précédent. Sinon, les cartes micro, les mecs, les cartes micro. Il frotte là-dessus. Alors, je sais, à terme, j'aurai un casque, vous inquiétez pas. Normalement, il frottera plus. Alors, tu me dis si ça continue, mais voilà, c'était le col. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Et donc, on va parler du scénario, si ça vous va, et puis on reviendra peut-être sur le dessin, et puis en faisant un tour de table après. On va faire en sorte de pas trop spoil, hein, histoire que les gens découvrent, au moins qu'ils ont le plaisir de le découvrir. Alors, je vais en même temps donner mon avis, en même temps avec le scénario. Comme je disais, c'est l'histoire d'un parc d'attractions, et la particularité, c'est que les employés du parc sont des vrais monstres, des vrais vampires, des vrais zombies. Moi, ce qui m'a plu, c'est que ça s'arrête pas à ça. C'est-à-dire que, déjà, il y a un parti pris sur le lieu, que je trouve hyper intéressant d'aller mettre ça. On y reviendra après sur le lieu, mais je trouve ça hyper intéressant de ne pas avoir mis ça en région parisienne ou en plein milieu d'une ville. Non, c'est à Douchy-les-Mines, voilà, et c'est hyper intéressant. Je ne saurais pas expliquer pourquoi l'auteur a fait ce choix-là, mais je trouve ça cool. D'autre part, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des enjeux. Alors, les histoires, il y a différentes trames, hein, il y a différentes histoires qui se superposent, et puis l'histoire de différents personnages, mais il y a des enjeux, c'est-à-dire que tous... c'est vraiment pas une histoire enfantine, en fait. Il y a vraiment des enjeux, ça parle... Et puis il y a des thèmes sous-jacents avec l'emploi, avec le chômage, etc. Et je trouve ça complet. Donc malgré des enjeux, des contextes un petit peu difficiles à aborder, De Pince nous livre un truc super agréable à lire, super fun. Moi, ça faisait longtemps, j'ai relu donc les 5 là. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas lus et j'ai vraiment pris plaisir à les relire parce que la lecture est fluide, c'est sympa. Même si il y a des trucs un peu dark des fois, tout ça se fait sur une belle dynamique et j'aime beaucoup. Voilà. Pour résumer, je suis vraiment fan de cette série-là. Ouais, Arthur
Arthur Depin avait expliqué en interview que c'était, je crois que c'était son père qui s'était fait sortir de son entreprise de façon un peu sale. Je crois qu'il lui avait inspiré justement la violence du monde de l'entreprise vis-à-vis des salariés, et c'est ça aussi qui avait nourri le bouquin. Et autre anecdote aussi sur ça, il y avait Zombieland. Au départ, il était parti sur quelque chose à la Zombieland, et finalement il lisait Millennium, alors ça s'est vraiment mélangé en termes de titre, et c'est comme ça qu'il était arrivé à l'appellation Zombieland. Bon, du coup, ça vous a plu, vous? Alors, je crois que Liu a connaissait déjà la BD, hein, il me semble. Ah oui, l'œuvre, oui, toi, tu la depuis le connaissais premier déjà. tome. Moi, je suis le Ah, moi, dernier je à l'avoir suis- découvert, hein, donc... Ouais, bah non, mais moi je suivais déjà Arthur Depin sur Les Péchés Mignons que j'avais adoré. que tu m'as fait découvrir Pour la aussi. Poil Illustrator d'ailleurs, justement. Alors quand j'ai vu qu'il a sorti Zombieland, forcément j'ai sauté dessus quoi. Et pour ma part, en fait, je me suis toujours dit qu'il fallait que je le lise parce que j'en avais entendu parler à plusieurs reprises. Et je sais pas, à chaque fois, une raison à la con. Oh, aujourd'hui, pas le temps, tout ça. J'ai pas l'argent pour mon machin, tome, quoi que ce soit. Et au final, grâce à toi, Julien, j'ai pu découvrir donc la bande dessinée. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis fait les 5 tomes d'une traite. J'ai bien fait attention au niveau des cases, au niveau de l'illustration des personnages, tout ça. Le rôle qui est impliqué. D'ailleurs, le premier directeur, Von Blood, franchement, c'est mon personnage préféré. Parce qu'il n'y a pas un rôle paternaliste, celui qui va faire la leçon à tout le monde, mais celui qui veut protéger tout le monde. Il veut faire en sorte qu'il y a... tout le monde puisse vivre tranquille, heureux et Puis s'amuser, c'est le créateur du parc. Hein. Voilà, c'est ça. Et en même temps, il veut donner une leçon à ceux qui font du mal aussi bien aux monstres qu'aux humains. Il ne recherche pas une confrontation ou une mainmise. Il est loin de tout ça et forcément, plus tard, un événement va faire que il ne sera plus là par la suite. Mais c'est quelque chose qui est bien amené et qui montre aussi un certain visage de partenariat qui prennent place pour dire voilà, votre entreprise c'est bien gentil, mais nous on en veut plus, voilà quoi. Je pense qu'il y a un parti pris quand même au niveau du scénario, qui est sûr par rapport à ce que tu as dit Valentin, sûrement par le vécu d'Arthur Depin. Mais ça n'empêche que l'histoire en elle-même n'est pas mal écrite. Il n'y a pas vraiment un parti pris parce qu'on a des visions de chaque côté qui expliquent pourquoi eux ils voient comme ça et pas d'un autre. Donc, Pour faire suite à ce que tu disais, en fait, le fait que tu aimes bien le personnage Francis von Bloth, donc dans les nouvelles qui ont été annoncées, puisqu'on parlait en intro que donc du coup il y a la sortie du tome 5, et puis l'actu en fait Dupuis donc qui est l'éditeur, on l'a pas dit, hein, mais l'éditeur de la série c'est Dupuis, a annoncé 2 nouvelles. Donc la première c'est une série animée, donc on va y revenir sur toute la cohérence de l'univers, mais surtout la deuxième c'est un spin-off de Zombieland qui donc parlera de la création du parc par Francis von Bloth. Et du coup, comme tu le disais, en fait c'est le premier patron qu'on rencontre dans la série, mais c'est aussi le créateur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est proche de ses employés, parce que c'est la personne qui a mis l'amour entre guillemets qu'il avait dans le parc, et faire en sorte qu'il y ait un esprit de famille parmi les employés du parc. Voilà. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire, et qu'on voit quand même le côté de l'implication du personnage, c'est qu'il n'hésite pas aussi à licencier. Il veut pas le faire, mais s'il le fait, c'est que c'est par la nécessité et non par le caprice. C'est ça qui est assez intéressant par rapport à ça. Et on voit aussi que le personnage, il a aussi un ancrage local assez fort, c'est-à-dire qu'il n'est pas isolé dans sa petite tour de patron d'entreprise. Je pense qu'il a dû avoir aussi une recherche au niveau du nom, parce que je t'avoue que, habitant dans le Nord, c'est un nom assez flamand. C'est même pas un nom plus proche des Carpates ou autre chose. Quand j'ai lu le nom, je sentais qu'il y avait une petite recherche de connotation un peu flamande derrière, tout ça. Von Bloth, c'est le sang, quoi. C'est le, tu vois, c'est. Moi, j'aurais plutôt cherché du côté germanique, et puis pour moi, c'est le sang en fait, hein, pour un vampire. Voilà. C'est. Moi, mais de la façon comment ça a été écrit, parce que c'est pas Von V-O-N, c'est V-2-O-N. Et ça, c'est non. C'est pas 2-O-N. Attends, non, je reviens.
c'est Francis Von, donc V-O-N à l'allemande, et Blot, B-L-2-O-D-T. Voilà. Voilà. En fait, moi personnellement, quand je vois un petit peu le nom comme ça, la première fois que j'ai fait, pour moi en tout cas, j'ai vu comme ça en tout cas. Maintenant, je peux me tromper, hein. Non, bah, c'est un ressenti. Bon, et toi, Valentin, qu'est-ce qui te plaît? Moi, c'est vraiment le monde de l'entreprise dépeint avec un humour très noir et on se demande. Alors, Valentin, il est génial. Il voit toujours des trucs que les autres ils voient pas dans les trucs. Non, mais. Valentin, tu lui montres Zombilenium, le mec il te fait c'est le monde de l'entreprise. Ouais. Non, mais Ok. c'est. Il a raison. Mais en oui, fait, il a raison, bien sûr. C'est pas il a tant les raison, monstres. évidemment. C'est pas tant les monstres que des fois on se demande est-ce que c'est les gens qui gèrent des entreprises qui sont des monstres ou c'est les monstres qui sont employés par exemple dans l'entreprise de Zombilenium. Ouais. C'est vraiment le. Il y aurait une histoire qu'avec des monstres, ça m'aurait pas hypé de fou. Il y aurait une histoire avec que de l'entreprise, ça m'aurait pas forcément branché. Mais le mélange entre les deux, c'est vraiment l'humour noir qui est utilisé pour dépeindre le monde de l'entreprise, puisqu'on a des syndicats, on a les différents dirigeants classiques des postes clés d'une entreprise de cet ordre-là. On a des actionnaires, on a vraiment la dynamique globale d'une entreprise avec son fonctionnement. Ah, Mais les complètement. gens sont morts. Donc les droits sociaux, voilà. Ouais, et puis le repos, etc. Tu travailles toute la nuit. Osef, de toute façon, t'es mort. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive d'entrer dans les premières pages. Les 35 heures, le week-end, la retraite, tout ça, des tickets resto, tu t'assois dessus, t'es mort, tu vas bosser toute ta vie. Ah, mais de toute façon, on l'a repéré, hein, le CGTiste, hein, dans cette. Et c'est marrant parce que je crois que c'est dans le deuxième, c'est peut-être dans le premier ou dans le deuxième, à l'arrivée de Aurélien Zaner justement, il y a Von Blot qui lui dit un truc et il fait non je vais rentrer chez moi là. Ah non ouais parce que j'ai une vie quand même. Ah bon d'accord. Bon, ok. C'est pas normal tu vois d'avoir une vie. C'est ça qui est marrant. Oui, parce qu'ils sont tous morts, que ça soit l'alimentation dans l'entreprise, ça a aussi été adapté. Il y a une machine à café, mais qui distribue du sang et pas du café, avec A positif. Il se demande. Et d'ailleurs, il se demande si quand Von Blot va aux toilettes, est-ce qu'il pisse du sang s'il urine du sang aussi. Et du coup, la réflexion, elle va très loin. Parce que Il répond. s'il urine du sang, est-ce que tu crois qu'il reboit après? C'est dégueulasse. Mais Voilà. le pire. Cela dit, ça me fait penser à une blague. Ça me fait penser à une blague. Oula. Tu voyais deux vampires en train de discuter à un bar et ils demandent au barman qu'est-ce que tu prendras toi? Moi un grand cru. Et il demande au deuxième mais qu'est-ce que tu prendras toi? Moi une infusion. Et tu vois le barman qui lui sort un tampax pour en faire une infusion. Bravo. Alors Bravo. je tiens à dire qu'on essaie de rester classe et nous avons les yeux qui débarquent. on essaie de maintenir le truc. On parle de Zombilenium. Qu'est-ce que tu veux de la classe quoi? Non, et la prouesse, c'est quand même de rendre justement. Alors, il y a des personnages qui sont pas attachants et c'est pensé comme ça et c'est Tout à complètement fait. assumé. Mais quand tu parlais des rôles de l'entreprise, des rôles classiques, le directeur, la DRH, etc., il y a presque un côté caméra café parce qu'en fait, tu les aimes bien ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est cool. Il y avait un truc, alors je crois qu'il n'est plus en ligne à l'heure actuelle, mais à l'époque, tout début de la série, on avait un site internet pour Zombilenium et ça avait la particularité de prolonger l'univers puisque c'était constitué comme si l'entreprise existait. Donc tu pouvais envoyer ton CV, t'avais l'organigramme des personnes de l'entreprise, t'avais l'employé du mois, donc il sortait un mec random qui avait envoyé sa photo, et puis tu pouvais, potentiellement, alors ça marchait pas pour l'achat de places pour le parc, mais c'était vraiment conçu comme un vrai site, comme si c'était vraiment pour prolonger l'univers en dehors, et c'était génial quoi. Il joue vraiment la carte du réalisme, même avec des créatures fantastiques, et c'est ça qui me plaît beaucoup moi. Alors, justement, tout à l'heure avec Liu, on parlait, justement, là on parle justement par rapport à l'entreprise, tout ça. C'est le recrutement du personnage principal, Aurélien. Aurélien, ouais. Voilà. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je me demande si, en même temps, Arthur de Pince n'est pas fan de Hellboy. Parce que je trouve que ça y ressemble. Ouais. Mais quand on voit dans quelles circonstances Aurélien devient ce personnage, on peut se dire que heureusement dans Twilight, ils nous ont pas fait. Voilà. Heureusement que dans Twilight, ils nous ont pas fait des rapports non consentis entre vampires et les loups-garous.
Parce qu'alors puis, là... Et puis physiquement, il y a un clin d'œil. Hein. Bon, il n'a pas les cornes qui sont coupées, mais physiquement, il y a un clin d'œil, je pense. C'est difficile, en tout cas, de penser à un personnage comme ça, de le voir et de ne pas penser à Hellboy. Donc, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui s'y rapproche. Et d'ailleurs, en tout cas, il faut ça. excuse-moi, et d'ailleurs, justement pour revenir sur le personnage d'Aurélien, tout à l'heure, j'ai été voir un petit peu sur le compte Instagram d'Arthur de Pince. Il lui a mis un maillot de supporter belge. Il fait pourquoi je supporterais la France alors qu'il est en diable et supporter des trucs. Alors, les Diables Rouges, j'ai trouvé ça génial de sa part. Pourtant, je suis pas un footballeur, mais je trouvais que la référence était génialement trouvée. Valentin, tu voulais dire? Oui, il y a énormément de références qui sont planquées à des choses qu'il a pu lire, écouter. Plein, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a. Souvent on passe à côté, mais quand on creuse ou quand on en discute avec lui, on découvre qu'il a vraiment mis des clins d'œil de partout, quoi. C'est aussi une série qui se... Alors, moi, je fais partie des gens qui relisent pas assez les séries que j'apprécie, mais c'est une série qui se relit. C'est-à-dire que effectivement, tu relis les épisodes et tu redécouvres des trucs. Et moi, ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas lu et c'était vraiment un plaisir, quoi. Donc, tu retrouves des anecdotes ou des easter eggs. Louis-You, est-ce que tu as des choses à dire sur le pourquoi tu aimes, est-ce que tu as particulièrement apprécié ou pas dans la série? Bah écoute, on a déjà fait un grand tour d'horizon. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il assume complètement le patrimoine qu'il exploite, ne serait-ce que par la culture des mines, des mineurs. Enfin, il y a des... J'ai rigolé toute seule tout à l'heure parce que dans le tome 5, j'ai vu un panneau où c'était écrit Grisou. Alors, pour ceux qui connaissent, le coup du Grisou, c'est l'explosion dans les mines. Enfin, c'est des petits trucs techniques comme ça dans les mines. C'est le gaz qui s'échappait, ouais. C'est ça. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils descendaient avec des oiseaux, ou alors qu'ils avaient une perche avec une bougie au bout pour faire péter les poches de Grisou et pas se la faire péter à la tronche quand il passait, quoi. J'aime beaucoup toute la culture qu'il a mis. C'est pareil quand on regarde, parce que bon, moi je suis natif du Nord, hein, le bassin minier, tout ça, c'est mon enfance, on va dire ça comme ça. Et oui, quand je regarde les décors qu'il fait et tout, enfin vraiment, je ne peux voir rien d'autre que le nord de la France, quoi. Hein. On est vraiment en plein dedans. Il y a vraiment pas à dire. Et je trouve aussi ça rigolo, c'est que l'origine du parc vient justement des mines. Et je pense qu'en fait, ce qui parle de la fosse numéro 6 de Beaumont dans ces tomes, je pense que ça doit être un clin d'œil à une mine qui existait. Alors je crois que c'est les mines de Tours, je sais plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Drocourt. Voilà, il y avait une fosse à Drocourt. Qui était la fosse numéro 6, alors qu'il ne faisait pas 666 mètres forcément, mais 657. Donc voilà, c'est un petit peu romancé, mais alors, c'est pour étayer ce que tu dis, alors c'est pas facile à présenter, mais pour étayer ce que tu dis, j'ai juste, et je sais pas si ça se voit ici, ça c'est pas trop, c'est le dossier de presse et donc qui présente très brièvement le spin-off qui va raconter la création en fait du parc, et en fait tu vois une image justement avec des mineurs et des mineurs monstres, et voilà, donc ça laisse présager de ce que ça va être. Et donc quand tu dis Louis-You que c'est basé sur une mine, etc., en fait oui, il y a de grandes chances que ce soit ça, et que sur une fosse en tout cas que ce soit ça. Si je peux préciser un truc là-dessus d'ailleurs, c'était pas le cas initialement, c'est-à-dire qu'à la base ils avaient prévu un cimetière, c'était basé sur un cimetière, et ça a été, c'est dans le cadre du film qu'ils ont décidé d'ancrer davantage sur le territoire local du Nord ce concept de on est dans un parc dans le Nord, faut le valoriser, et donc c'est à ce moment-là qu'est sortie l'idée de mettre le parc sur d'anciennes mines où il y aurait eu un accident. Et du coup, on en reparlera, mais dans le tome 5, ils ont rebouclé en disant qu'il y avait eu un cimetière, ensuite il y a eu une mine, et ensuite il y a eu un parc. Comme ça, il n'y a pas d'incohérence, mais le film et la bande dessinée rebouclent ensemble, et du coup, tout est nickel au niveau de l'univers. D'ailleurs, tu viens de faire l'enchaînement avec la dernière partie. Bakello, tu voulais dire quelque chose? Justement, par rapport au film, tout à l'heure, j'ai encore regardé la bande-annonce parce que je n'ai pas vu le film. Chose qui est assez rare, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'était un film où la BD, elle bougeait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un shot graphique
qu'il y a entre ce qu'on voit quand on ouvre une BD, que ça soit manga, comics ou autre, et ce qu'on voit en animation. Que ça soit dans le cadre des séries ou des longs métrages. Là-dessus, là, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, j'avais vraiment l'impression de voir les dessins exacts qu'on retrouve dans la bande dessinée, mais animés. Là, c'est vraiment ça, et franchement, ça me donne envie de le voir. Après, il est bien, moi je l'ai vu, il est sympathique. Et c'est aussi la force du trait de Pince, c'est qu'il a un trait qui évoque beaucoup l'animation. Donc forcément, quand il s'agit de faire un dessin animé, c'est un peu plus simple et du coup on reste dans le même univers. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, pour parler, oui. Et pour finir juste une dernière note, sur une dernière note par rapport au film, quand j'ai vu la bande-annonce, il me semble que Behemoth, donc pas le grand méchant, mais en tout cas un personnage ultra important de l'histoire. Le Big Boss. Voilà. Est doublé par le même doubleur qui fait la voix de Batman dans la version animée. Il me semble que c'est lui. Et je vais regarder sur. Il me semble que c'est lui. Parce que la voix c'est exactement pareil. D'accord. Et d'entendre justement me dire la voix de Batman de l'animation. Oh mais cette voix, elle est magique. Ah oui, non, mais total. J'ai plus le nom du comédien qui double, mais cette voix, elle est magique. Emmanuel Jacobi. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Doubleur, distribution, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Arthur Depin qui s'est occupé de la réalisation. Et non, alors c'est pas lui. C'est pas lui qui. C'est pas lui. Bakello, c'est pas lui qui double. Ah, pourtant la voix était exactement identique. C'est pour ça que ça m'avait interloqué. Je vais retrouver le nom d'acteur. Ce que je voulais dire, c'est cette fois-ci plutôt parler de l'univers. Alors, dans l'ordre. Donc, comme on l'a évoqué, Zombilenium, à la base, c'est une bande dessinée, en fait, qui a été lancée, le tome 1 a été lancé en 2010, et donc il s'est développé sur plusieurs tomes, jusqu'au tome 5 qui est paru en janvier 2021. Et en fait, la série sera limitée, sera définie en 6 numéros. Voilà, c'est aussi un élément que moi j'apprécie. Je fais ça juste une petite parenthèse, c'est de ne pas avoir des séries à rallonge où l'action et tout ça finit par se perdre. Qui a dit Itac? Non, personne n'a dit les gens. Non. Stop, on arrête là, on en reparlera plus tard. Donc voilà. Et donc en fait, voilà. Donc, tu sais qu'avec une perche pareille, tu traverses l'Atlantique, hein, mec. Ah, même. Donc aujourd'hui, il y a 5 tomes. La série sera complète en 6 tomes. Et donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on y reviendra. Je vais reprendre dans l'ordre. Donc, la série est lancée en 2010. Et puis, très vite, alors je ne sais plus l'année de sortie du film, mais très vite arrive ce projet 2018. de film. 2017, puisqu'on l'a chroniqué au tout début du lancement de 2017. et c'est sorti en 2017. Ouais. Donc il y a une review du film sur la chaîne. Bon, on mettra en lien sur le replay sur YouTube. Donc en fait, la série quand même a beaucoup de succès et arrive le film. Et avant le film, on a du coup le clip de Skip the Use avec ce qui se passe dans le Nord. Dans le Nord. Clip, le clip est génial. Moi, j'aime bien Skip the Use, j'aime bien aussi. Et on se rend compte dans ce clip-là, c'est pas du spoil, que Matt Bastard, donc le chanteur de Skip the Use, en fait, devient... alors, si c'est pas ce personnage-là, c'est un personnage qui s'en rapproche, devient le squelette qui est en fait Sirius Jefferson. Voilà. Alors, est-ce que c'est une origin story ou pas? Est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? J'en sais rien. Mais donc, du coup, on a bien, dans un premier temps, la série, le clip qui doit être, je pense, canon au moins avec le film. Et du coup, arrive le film. Et puis, et c'est là que je vais passer la parole à Valentin avant de parler des annonces qui ont été faites plus en détail, c'est qu'il y a des ponts qui se sont faits entre tout ça. Voilà, donc je vais te laisser la parole, Valentin. Ouais, alors le film à la base, il s'était pensé comme une sorte de préquel, donc ce qui devait se passer avant la série bande dessinée, et ne pas forcément avoir de lien, mais constituer une sorte de reboot. Et donc on avait une autre histoire dans le parc de Zombilenium avec les personnages qu'on connaissait. Le seul qui n'existait plus, c'était Aurélien Zeiner qui, du coup, dans la saga
de bande dessinée joue un personnage très particulier dans le parc, qui n'est pas un personnage monstre que n'importe qui peut avoir. Et il se trouve que dans le film, on avait un autre personnage qui campait finalement le même monstre, qui est encore une fois un peu unique, et qui était en fait contrôleur des normes, et il contrôlait en fait les attractions du parc. C'était un peu une institution qui contrôle pour aller casser les pieds du parc si jamais il ne respecte pas telle ou telle norme. Et il se retrouvait embauché dans ce parc, avec la particularité qu'il avait une fille dans la vraie vie, et que du coup elle se retrouvait un peu orpheline. Et donc c'était un dessin animé grand public et familial, mais avec des moments un peu sensibles. Ces personnages, on se disait, c'est complètement indépendant. Je l'ai dit, ils ont commencé à faire des passerelles entre l'origine du parc, c'est-à-dire sur une mine dans le film, et l'origine du parc dans un cimetière dans la bande dessinée. Ils ont réussi à conjuguer les deux finalement, et on apprend assez vite que finalement les deux histoires sont connexes. C'est pas des choses qui sont en parallèle. Je pense que le choix a été changé. C'est plus un reboot, mais c'est vraiment une histoire avant. Et il y a des personnages du film qu'on retrouve à des rôles emblématiques dans les derniers albums, et notamment attention, pas de spoil. Je ne spoilerai pas, ne t'en fais pas. Mais en tout cas, oui, donc le film est dispensable dans le sens où on peut lire la BD sans avoir vu le film, mais ça apporte une réelle profondeur en ce que ça indique, et ça nourrit le passé de certains personnages qui deviennent emblématiques et qui figurent dans le film. Alors, pour compléter tout ça, je vais parler de la série animée, puisque je répète, si j'ai pas été clair, en fait, les deux annonces ont été faites. C'est l'annonce d'une série animée, en fait, avec 12 épisodes de 26 minutes qui adapteront les 3 premiers albums, d'accord, en animation 3D et 2D. Et en fait, cette série-là reviendra sur... C'est un projet d'adaptation fidèle à l'œuvre d'Arthur de Pince. C'est tel que c'est libellé dans le communiqué de presse. Donc c'est peut-être la synthèse en fait entre le film, qui est une adaptation aussi, et puis la série de BD. On la retrouvera peut-être dans la série d'animation. D'ailleurs, et puis petite deuxième question. annonce, c'est Oui. Par rapport justement à la série animée, c'est pas pour faire le chauvin, mais est-ce que tu sais si c'est produit en France ou ailleurs? Ça n'est pas indiqué. Dommage. Ça n'est pas indiqué. Ça n'est pas indiqué. Il y a eu des présentations, mais je pense qu'on en saura un peu plus lors de la sortie de la série. Après, oui, il est probable. Alors, je ne vais pas affirmer quelque chose que je ne sais pas, mais vu les studios dont on dispose en France, il est probable que ce soit des Français qui travaillent dessus. Après, si c'est aussi quali que le film, j'ai envie de dire, je m'inquiète pas sur la série, quoi. Moi, je suis pas du tout inquiet. Quand tu vois le résultat en animation du film, moi, je suis pas du tout inquiet, quoi. Je crois, sans trop m'avancer, que c'est, à titre personnel, l'une des meilleures, sinon la meilleure adaptation BD de ces dernières années en matière de liberté par rapport au matériel originel, mais en même temps, il respecte, on va dire, le canon graphique. Et je pense qu'on n'aurait pas eu cette même qualité si Arthur de Pin n'avait pas pu gérer le travail dessus. Il s'est mis à dispo de la BD. C'est dommage au final, parce qu'à chaque fois les adaptations elles se retrouvent le bec dans l'eau, parce qu'il y a des mecs qui ont rien à voir dans le truc qui viennent mettre leur grain de sel et... mais voilà. Mais si on parle d'adaptation BD de Son Millennium à comparer, alors là je vais retenter des trucs tantôt, avec Gaston Lagaffe. Ouais, mais Spirou. Alors, attends. Attends, je déroule quand même, parce que des bouses, on en a quand même pas mal. Ouais, non, mais on parle d'animé. Attention, on parle d'animé, hein. On parle pas. Non, mais je parle d'adaptation au sens large du terme. Ah, ok. Donc, avec Gaston Lagaffe, Spirou, le petit Spirou, en poussant un peu plus loin, on avait quand même. Alors, ça, faut remonter un petit peu. On avait quand même un Michel Vaillant, alors qui n'était pas déconnant sur l'adaptation, mais qui prenait des libertés avec les liens entre les personnages. Voilà. Donc en fait, effectivement, quand on considère tout ça, Zombilenium est pas déconnant du tout, et c'est effectivement une très bonne adaptation. Et moi j'aurais été plus loin, j'aurais été encore plus loin que toi, tu vois. Parce tu sais qu'il y a une adaptation qui a été rejetée par ses créateurs. Enfin, par ceux qui ont créé la BD, qui n'ont pas aimé... Vas-y. C'est le tout premier long métrage d'Astérisque. Uderzo et Goscinny n'ont pas aimé.
Ah, Le tout premier. Astérix le Gaulois. Oui, ils ont pas aimé. Ils ont Ah, tellement il est pas aimé. pourtant, Et pourtant, ils ont il est tellement. emblématique pourtant. Il est emblématique, mais ils ont pas aimé sa réalisation, ils ont pas aimé le dessin, ils ont rien aimé. Alors, C'est pour ça. Et c'est pour ça que c'est eux qui sont à la réalisation du second long-métrage, D'accord. qui était Astérix et Cléopâtre. D'accord. Mais, Alors, là, tu touches à des trucs. Moi, ça a bercé mon enfance. Ça, donc, Ouais, si on veut tomber dans la pire adaptation, à titre personnel, je pense que ça serait Team Galaxy, qui est un dessin animé qui met en scène des adolescents dans l'espace, non, dans une mais sorte d'académie, machin. Je suis trop vieux Ça, c'est pour ça. récemment, moi, ça. Et en vrai, c'est censé, mais tu connaîtras, c'est censé être l'adaptation de Yoko Tsuno. Mais alors, entre le projet C'est initial, sérieux? qui est Yoko Tsuno, c'est on va dire une ingénieure Ouais, je astrophysicienne, connais, elle fait plein de ouais. trucs dans l'espace et tout. Ça a été T'es transformé. sûr de ce que tu dis? Ouais. Finalement, au final, La le départ, vache. ça devait être l'adaptation de Yoko Tsuno. Et au dernier moment, ils ont un peu évacué le truc, ils sont partis sur autre chose, mais il y a quand même, vous verrez, ça existe et ça traîne, machin, le personnage de Yoko Tsuno qui est dans les projets, machin, et donc ça a été évincé, je crois qu'elle a dû apparaître 20 secondes en tant que secrétaire dans un coin en personnage Oh ultra secondaire. putain, non, Mais c'est horrible. c'était censé de base être l'adaptation de Yoko Tsuno. Parce Après, que si t'as- t'en veux une très récente d'adaptation bien pourrie, moi j'en ai une en tête. Ouais. Ah oui, oh là là, oui. Vas-y, oh là là, vas-y. Oh là là. Si je l'évoque, mais. Bah vas-y, Bah, on en est. on en est. Voilà. Attends, je te rappelle qu'on parle de Zombie on parle de mort et tout, alors on Ouais, non, mais de toute façon, j'ai dit Gaston Lagaffe et Spirou, donc je sais pas si on peut non, tomber mais- plus bas. Hein. Ah, franchement, si Si. sur le crotomètre, on est au max, quoi. Le celle-là aussi, ouais. chronomètre. Qui est légendaire. Ouais, alors ça. Alors vas-y, annonce. Les légendaires, elle vient de le dire. Ah oui, les légendaires. Alors il faut Non, mais savoir. moi, Les trolls de vous parlez- Troie entre Team Trolls de Galaxy Troie et les légendaires, vous parlez de trucs, moi je connais pas. Ah mais il faut savoir que les légendaires avec Perrine, c'est une série qu'on aimait bien et Oh, mon Et Dieu, je suis tellement ils en ont fait un massacre. Enfin, ça peut pas. Voilà. Non. C'est même insulté le massacre, je pense. On pourra faire un live après sur, Ouais, on en sur fera le plus crotomètre tard, mais, en fait. ouais. Voilà, et donc on va revenir. Je vais vous designer un crotomètre. Ça peut être l'idée d'un live hein, sur les adaptations. Moi je ouais. verrais bien le truc. Oh Bref. Mais putain. d'ailleurs. Petite animation, tu sais, Donc, qu'on si monte, qu'on monte, Si ça déborde. on recentre, un petit peu, du coup, ce qu'on dit, c'est que l'univers BD, il existe, l'univers, il existe, il est fait d'une BD, il est fait d'un clip, et il est fait d'un film. Bientôt, il sera étoffé d'une série qui sera l'adaptation peut-être plus fidèle des 3 premiers tomes de la BD, et puis un spin-off sur les origines du parc qui, pour moi, est très prometteur déjà dans les personnages, puisqu'on y verra forcément Von Blot pour héros. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez encore d'autres choses à nous dire. Bah. Retenez qu'on fera un live spécial crotomètre avec les pires adaptations. Bon, Je pense Liu, qu'on maintenant, tiendra une- t'as une mission, c'est nous faire des toilettes Ouais, avec transparent, Ouais, ça qui monte, nous fait ça un déborde. crotomètre et je pense qu'on tient. Voilà. Ouais. On vous parlera des pires adaptations et hélas, il y a des choses à dire. Quoi. Voilà. Donc voilà. Ouais, il y a des choses à dire. Pas qu'un Si du coup personne n'a rien à redire, ben moi je vous engage, et je pense qu'on vous engage tous à lire la série et le tome 5 si vous ne l'avez pas encore lu ou pas encore acheté, parce que vous ne serez pas déçus. C'est fidèle à l'esprit qui a été initié avec les tomes 1 à 4, donc allez-y, ne vous privez pas de ce plaisir. Regardez le film. Aperçu avec Niap. J'ai oublié de le montrer là. Il y a un petit aperçu qui vient de passer sur le déroulant avec écrit Niap. Et oui, Oui. on n'a pas parlé. Alors, Partout. on n'en a pas parlé, exact. Bien Ouais, vu, ouais. Lyon. Alors, il y a 2 trucs en fait dans les aperçus qui passent. Le premier, c'est qu'il y a quand même un clin d'œil au confinement. Et à un moment, j'ai relu en fait pour savoir comment ça se passait. Et oui, à un moment, on voit un confinement dans le tome 5. Donc, dans le tome 5, il y a un clin d'œil au confinement. Et effectivement, moi, je chasse un peu ça dans les BD que je lis. Le précédent que j'avais lu, c'était dans le château le château des animaux, je crois que ça doit être ça, d'Horizon et d'Elep. On voit un chien qui veut mordre quelque chose et qui fait niap. Et là, effectivement, on retrouve ce fameux niap avec un P dans le
je crois pas que ce soit le tome 5, ça doit peut-être être C'est le le tome 5. Oui, C'est c'est le le tome C'est tome le tome 5. 5 5. aussi, voilà. Il faut savoir pour resituer que c'est en fait l'onomatopée du Schtroumpf noir, donc en fait c'est un clin d'œil à ça. Voilà. Ah bah Niap, voilà, ça vient aussi ça a trait à mordre, à Sauf que croquer, nous, voilà. voilà, nous on croque la bande dessinée, on croque rien d'autre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Bah voilà, et voilà, bah bravo. Et après c'est les hommes micro dégueulasses. Hein. CGU, stop, CGU, voilà. Donc, après cette bonne humeur qui déborde un petit peu, hein, voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Lisez Zone Millennium, regardez le film, amusez-vous bien, kiffez, et puis à la prochaine, à bientôt, quoi. Et retrouvez-nous sur nos réseaux, notamment Facebook et puis surtout YouTube, puisqu'on produit nos contenus là-bas. Alors, YouTube, vous vous abonnez, et puis si vous n'êtes pas abonné sur Twitch, bah, vous vous abonnez aussi. Ça nous fera Likez, plaisir. On va pas partagez, faire- voilà. On va pas vous faire les dialogues de youtubeurs, machin. Attends, nous, Ah, on touche pas pourquoi d'argent, pas. donc en fait, on va pas vous vendre des trucs. Mais bon, si donc vous avez voilà, aimé, abonnez-vous, pouce en ça l'air. nous Si fera vous n'avez pas plaisir. aimé, pouce en bas. Dites aussi si vous parle. avez si vous avez lu aussi la bande dessinée, bah, dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, ça nous intéresse aussi de savoir comment ceux qui suivent nos émissions, bah, ce qu'ils ont pensé, s'ils ont découvert la bande dessinée grâce à nous ou autre chose. N'hésitez pas, c'est aussi là pour ça. Ouais. Bon, bah écoutez, à la prochaine, bonne soirée, bon week-end, et puis voilà quoi. Des bisous, Ciao, beaucoup ciao. d'amour et beaucoup de lecture. Bye. Ciao, à la prochaine.